permets juste de t'interrompre, Steven, parce que je pense que Oui. à le moment où tu es là, c'est le bon moment pour proposer à Olivier Sylvestre qui a écrit dans le chat quelque chose d'assez Ouais. intéressant. Je ne sais pas, Olivier, si tu as envie de prendre la parole et J'ai pas lu. partager un peu ta réflexion là-dessus. Euh, oui, je veux bien. Je vais relire ce que j'ai écrit, puisque... Bonsoir Mais Olivier, je découvre en même temps, oui. en fait, on est tous des ingénieurs, donc si on regarde, on fait partie des 1% de la population assez formée technologiquement, avec l'habitude d'utiliser nos capacités intellectuelles. Et ceci est une chance, enfin, c'est une différence par rapport à des gens de valeur qui sont toute la société. Mais là, on le disait, vous l'avez annoncé, à court terme et moyen terme, on a des pans complets de gens qui, il y a pour les plus vieux dont je fais partie, quoique je ne suis pas de 67, donc qui étaient ceux qu'on mettait au cul des vaches, pour reprendre l'expression extrêmement claire, puisque c'était le maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Ce que je vois dans les collèges, ayant une femme qui est professeure, eh bien, on est loin d'avoir le niveau euh, dans les collèges déjà qui étaient ceux d'avant, et ça laisse présager de manière un peu inquiétante sur la suite. Pour embaucher certaines fois des gens qui sortent de l'école ou qui sortent de l'adolescence, on va dire, les motivations sont complètement différentes et eux partent du principe qu'ils peuvent apporter quelque chose, ce qui est très vrai, peuvent apporter beaucoup de bon sens, mais dès que vous arrivez sur des choses qui ont une complexité, comme l'utilisation comme celle-là, ou même lire un diagramme ou lire une matrice, on va vite dépasser les capacités de certains qui sont déjà actifs aujourd'hui. On n'est pas sur les nouveaux qui vivent avec ça, comme vous. Mon fils me disait, je n'ai jamais connu le monde sans Internet. Mais aujourd'hui, vous avez toute une frange de population qui risque d'être celui qui fasse une révolution civile avec ça, parce qu'ils n'auront plus de rôle dans la société. C'est ça que je trouve un peu inquiétant. Bien sûr, la société, on ne va pas arrêter la révolution technologique, enfin son évolution, puisque je suis assez d'accord avec vous, qu'on n'est que sur une phase d'optimisation. On a un accès plus rapide aux données. Avant, ce qui était sur papier, ça arrive directement sur un smartphone. Euh, Après, la vraie intérêt, c'est de savoir ce qu'on veut regarder, ce qu'expliquait la personne de chez Walter. Hein. Il faut savoir ce qu'on veut mettre en forme, parce que des données, c'est une chose, en faire quelque chose de constructif, c'est une autre. Et ces réflexions-là, je ne suis pas sûr que tout le monde puisse les avoir et tout le monde trouve sa place dans la société qui s'ouvre à nous. Vous aviez souhaité que je prenne le micro, c'est fait. Oui, merci, Voilà, merci Olivier. Olivier. Oui, effectivement, bah c'est une des grandes questions, hein, l'humain dans l'usine du futur, quel sera son rôle? Alors, on peut quand même noter que lors des précédentes révolutions industrielles, cette question s'est aussi posée, puisque dès la première, il a été question donc de remplacer la force manuelle, qui était quasiment l'unique force à l'époque, par le charbon. Et ensuite, on a continué de mécaniser de plus en plus. Et donc, à l'époque, déjà, on s'inquiétait de ces problématiques-là. Après, c'est vrai que maintenant, voilà, on continue de mettre les exigences de plus en plus haut pour être plus malin que la machine. Donc, je n'irai pas me hasarder à Vous avez dire raison. sur ce que ça va donner exactement. Vous avez raison, et la question est, est-ce que justement on n'a pas un effet de seuil maintenant, où on arrive sur un seuil où la société ne va pas s'y retrouver? La société civile, s'entend. Je ne saurais pas y répondre. Alors, je ne sais pas si quelqu'un souhaite intervenir. Je veux bien juste intervenir peut-être pour compléter, parce qu'on a parlé de tout ce phénomène de numérisation dans l'industrie.
Je pense il est général, hein, il n'est pas que dans l'industrie. Moi, je suis dans le domaine de la topographie et des systèmes d'information géographique et on a exactement la même thématique. L'émergence de l'intelligence artificielle dans le traitement des données qui sont prises en masse par des drones, par des véhicules, par des satellites, par des avions, donc des avalanches de données qui nous tombent dessus et qui peuvent plus être traitées par des humains, mais qui nécessitent des numérisations de processus et l'intelligence artificielle, avec les problématiques du coup de cybersécurité hein, que ça entraîne également, surtout sur des données qui concernent le territoire, qui sont des données donc, qui concernent possiblement la vie publique et plus seulement le domaine privé de l'entreprise. L'IoT aussi, les capteurs dans le domaine public. On parle beaucoup de smart city, de ville intelligente. Et on retrouve les mêmes problématiques avec des compétences de plus en plus importantes nécessaires dans le domaine de l'informatique, le remplacement de personnes qui avant collectaient des données sur le terrain qui sont remplacées par des machines et des traitements numériques. Et si on veut même aller au-delà de ce domaine-là d'ingénierie, on va retrouver dans le domaine de la comptabilité et de la finance aussi, des intelligences artificielles et des systèmes informatiques automatisés qui vont remplacer des humains. Donc on est vraiment dans une évolution, je suis d'accord aussi avec vous, ce n'est pas une révolution, je pense qu'on est toujours dans une évolution, mais sociétale, globale, et pas seulement liée à un domaine en particulier. Et ça pourrait être intéressant aussi, parce que au niveau de l'école, à mon avis, ça va impacter toutes les filières, pas juste celles qui travaillent dans le domaine de l'industrie ou de la topo, mais les GC ou les architectes aussi, hein, qui sont confrontés à des jumeaux numériques avec les BIM, hein, donc la numérisation des projets de construction et de suivi des immeubles, des bâtiments. Donc, à mon avis, on est vraiment sur quelque chose qui est général et qu'il faut prendre en compte à la fois d'un point de vue technique, mais aussi sociétal. Ouais. Alors oui, peut-être je me suis fait mal comprendre, hein. Je ne dis pas que les informaticiens vont faire tout seuls le reste de la révolution, hein. Bien entendu, ils vont devoir être accompagnés de spécialistes des domaines, sinon ils ne trouveront jamais les débouchés pour leurs inventions. Mais le, le moteur, les gens qui vont développer les technologies d'algorithmes, de big data, de cloud, de toutes ces choses-là, qui est vraiment en fait le point commun de toutes les. Qu'on parle de maintenance prédictive, qu'on parle de jumeaux numériques, de modélisation 3D, etc. Au final, c'est toujours une question de beaucoup de données à analyser très vite de manière très efficace. Et donc là, c'est le domaine. On touche vraiment, à chaque fois, on finit par tomber dans ce domaine d'informatique. Mais bien entendu, qu'il va falloir quand même appliquer aux différents secteurs. Donc il y aura forcément intervention de spécialistes du domaine, mais qui, a priori, auront aussi leur pain quotidien, on va dire. On voit émerger des nouveaux métiers aussi. On parle, bon, c'est des termes encore un peu flous, mais de data analyst, de data scientist, de chief data officer. Et alors, c'est pas des métiers qui seront peut-être directement formés dans nos écoles, c'est plus de l'informatique, mais je pense qu'il est intéressant de voir comment l'ingénieur va pouvoir travailler avec ces nouveaux métiers qui vont émerger. Bonjour. Oui, ah bah voilà, Ouais, j'allais justement demander, puisqu'il était assez actif dans Ouais. le chat. Je devine que c'est Henri, hein. Non, moi je suis Non. Henri, Hugues Yanis. Je crois que dans le chat, je m'appelle HY. Oui, HY, alors je ne savais pas trop. Ouais. Oui, donc moi je suis INSA Toulouse 2011, génie physique. Et je voulais dire, je travaille énormément dans ce domaine-là. Je m'occupe notamment de la numérisation de notre usine. On assemble des batteries au lithium en Allemagne. Et ce que je voulais dire, c'est que justement, ce ne sont pas des profils informaticiens qui ont, disons, le rôle du scientifique de données, quel que soit le domaine d'ailleurs.
plutôt, ce sont en général des profils biologistes ou physiciens, génie physique notamment, ainsi que d'autres domaines. Hein. J'ai vu aussi des gens de génie méca faire ce genre de domaine. Pourquoi? Parce que il faut savoir combiner plusieurs types d'expertise. Donc, OK, savoir traiter des données, mais aussi avoir une expertise métier. À Strasbourg, notre communauté est assez vivante et vous pourrez voir les profils des gens. Il y a peut-être 5% des gens ont un profil de génie informatique ou informaticien, mais la plupart, c'est plutôt disons, soit des scientifiques, soit des ingénieurs d'autres domaines. Voilà, je voulais juste mettre un bémol sur le fait que les informaticiens allaient tout faire. Par contre, on a besoin effectivement les informaticiens, on a besoin d'outils informatiques pour arriver à notre travail et heureusement, il y a des informaticiens qui travaillent dessus, notamment dans le domaine de l'open source, pour pouvoir nous aider dans nos travaux. Voilà. Et alors, du coup, c'est intéressant, ça m'amène à une question. Donc, c'est biologiste, ou alors je lis aussi dans le chat en même temps une équipe de 12 data scientists, tous mécaniciens. Ces mécaniciens ou ces biologistes, comment sont-ils devenus data scientists? Parce que ce n'est pas nécessairement ce qu'on nous apprend à l'école. Alors, si je peux rebondir là-dessus, moi j'ai fait un doctorat, donc peut-être que ça ne correspond pas exactement à tous les profils qui sont dans l'ingénierie, mais quand on fait un doctorat, effectivement, on doit traiter toutes nos données de mesure sur 3 ans et il faut savoir sortir un peu de Excel. Et je pense que dans la plupart des formations, notamment à l'INSA Toulouse, je ne sais pas trop pour Strasbourg, mais à l'INSA Toulouse, dans quasiment toutes les formations, il y a des cours d'informatique et je pense même que traitement des données, c'est enseigné. Donc à partir de là, quand on fait de la mesure physique, quelle qu'elle soit, hein, mais que ce soit dans le domaine biologique, chimique ou peu importe, quand on fait de la mesure physique, on récupère des données et quand on a beaucoup de données, on ne peut plus les exploiter avec une simple feuille Excel. Donc il faut qu'on passe à d'autres outils et la plupart des outils, c'est développé soit sous un langage qui s'appelle R, soit un langage qui s'appelle Python. Évidemment, MATLAB aussi est souvent utilisé. Donc en général, c'est le premier pas vers, vers devenir scientifique des données quand on a un croisement de plusieurs compétences. Voilà. Et je rebondirai là-dessus en disant, parce qu'en fait, Antoine l'a déjà dit tout à l'heure, hein, ce qu'on attend des nouveaux ingénieurs qui arrivent sur le monde du travail, hein, c'était le témoignage d'Antoine tout à l'heure, c'est de dire on attend de nous qu'on comprenne, qu'on sache analyser, qu'on sache réfléchir sur les informations qui nous tombent dessus ou les informations qui sont collectées. Et je te rejoins là-dessus, Yanis. C'est que voilà, il faut qu'on puisse les comprendre et les traiter. Et nos formations, nous y ont, même si on ne le palpait pas à l'époque, nous ont appris à nous tourner la tête dans ce sens-là, de mon point de vue. Ouais, je vais rebondir aussi là-dessus. C'est que moi, ce que je voulais dire, peut-être alors que c'était pas tout à fait clair tout à l'heure, moi, c'était plus vraiment dans la construction du data model, des SCADA, des traitements sur les serveurs, etc. Ça, en tout cas chez nous, c'est plutôt quand même des informaticiens qui font. Effectivement, tout ce qui est traitement de données, comment on le construit, quelles données on va utiliser, etc. Là, je suis d'accord que c'est pas forcément des informaticiens, mais c'est vrai que moi, ce que je voulais dire, c'était plutôt vraiment le côté physique avec les serveurs, comment les données se transfèrent. Chez nous, en tout cas, c'est vrai que c'est plutôt des informaticiens qui font ce métier-là. Il y avait JC, Jean-Christophe, qui voulait prendre la parole dans le chat. J'ai vu lever la main. Oui, c'est Jean-Claude en fait. Ah, Jean-Claude, pardon. Oui, je suis GMC 82, donc de la vieille école. Nos data scientists chez nous, on les embauche en fait sur. Aujourd'hui, les data scientists qu'on a, ils viennent de Imperial College à Londres et MIT aux États-Unis. Et ce sont tous des mécaniciens d'origine, mais qui ont fait leur dernière étude de spécialisation, leur master sur du data scientist. Et ça rejoint un peu ce qui est dit dans le chat. Je pense qu'on nous apprend à réfléchir et après, je crois que la mise en forme des données, etc., ça vous avez besoin d'un informaticien ou même ses sous-traités. On ne va pas s'amuser à embaucher des informaticiens là-dessus. On a beaucoup moins cher fait ailleurs. Mais par contre, la gestion des données, la mise en forme des données, l'exploitation des données, ça c'est important. Je suis PDG chez Knof Insolation. Entreprise.
Alors, il y avait Arthur qui voulait prendre la parole aussi. Arthur, Oui, vas-y. bonsoir. Moi, Bonsoir, j'avais Arthur. une grande question. En fait, c'est la question qui m'a motivé à assister à cette conférence. Et la grande question pour moi, c'est qu'est-ce qui différencie l'industrie 3.0 de l'industrie 4.0? Parce que pour moi, l'industrie 3.0 comprend déjà l'automatisation des machines et l'automatisation d'une usine. Et pour moi, le pas vers l'industrie 4.0, c'est plus l'automatisation, mais l'autonomisation. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de dire à une machine de faire quoi que ce soit. Elle sait à quel moment faire telle tâche. Et ça passe du coup par ce dont on a parlé, la collecte de données, la manipulation de ces données et du coup l'interconnexion des systèmes entre eux. Et euh, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que l'industrie 3.0 comprend bien l'automatisation ou alors est-ce que j'ai tout faux? Non. Alors oui, oui, c'est ce qui est, voilà, c'est ce qui est sous-entendu hein, par le terme 4.0, c'est qu'on cherche à rendre l'usine autonome, même si avant, malgré tout, on avait quand même des supervisions, des systèmes d'erreur, on avait des automates qui, en fonction de tel capteur, savaient quoi faire. C'était pas non plus complètement stupide une ancienne usine. Et tout comme une usine 4.0, j'ai pas non plus l'impression qu'elle soit parfaitement autonome et on puisse la laisser faire n'importe quoi sans la surveiller. Bon, après, c'est pour ça que je donnais des exemples tout de même tout à l'heure de collaboration, d'apprentissage des machines, enfin d'apprentissage, la machine apprend elle-même, d'autonomie en termes d'alimentation en pièces avec des silos connectés par exemple, donc des alimenteurs connectés, etc. Donc je te rejoins quand même Arthur sur le fait que la grosse différence sur 4.0, 3.0, c'est la partie autonomie et apprentissage. Et le collaboratif, c'est pas que le remplacement, c'est la collaboration. Je voudrais revenir sur aussi un effet plus pervers de tout ça, qui inquiète beaucoup nos chers syndicalistes dans les entreprises. C'est comme avec Facebook, c'est qu'on va balancer de l'information à tous les niveaux de l'entreprise, à un opérateur, un maintenancier, un électricien, un chef d'équipe, un directeur d'usine, 24 heures sur 24. Et on va balancer cette information aussi rapidement à quelqu'un qui est en Inde, de quelqu'un qui est en Afrique du Sud. Ce qui fait que moi, en tant que patron, j'ai le bonheur d'avoir des gens qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour moi, sans description de fonction, sans cadre, et souvent sans contrôle, je dirais, syndical. Ils ne pointent plus les gens, quoi. Ils ont leur téléphone et puis dès qu'il y a un problème, ils sont tout heureux de participer, même à essayer de résoudre un problème qui n'est pas dans leur usine et à participer à un chat un dimanche soir d'un collègue qui a un problème à l'autre bout du monde. Et ça, je crois que c'est un effet pervers sur lequel on est en train de se pencher. Et c'est très, très difficile d'enlever les téléphones portables à nos gens. On en est arrivé même à avoir un système de switch-off pendant certaines périodes de la journée pour garder les gens en dehors du boulot. Ça, c'est des gains de productivité importants. Et c'est des gains de productivité en plus, j'insiste, que l'on fait sur des gens qualifiés. Des gens qui ont mainmise sur les opérations, qui savent résoudre un problème et qui ont une qualification. Avant, il me fallait un automaticien, un électricien par pays ou par machine. Maintenant, j'en ai un sur le continent, voire deux, quand il y en a un qui a le Covid, il veut prendre la place. Et ça me suffit, quoi. Et ça, je pense qu'en tant qu'ingénieur, il faut qu'on soit quand même conscient de ce qu'on amène là. Parce que ça va nous. Je pense que quelque part, les syndicats vont nous rattraper à un moment ou à un autre. Alors, j'avais Adrien Lopez qui levait la main là depuis avant. Adrien, tu peux Oui. parler. Ouais, après moi je peux pas activer la vidéo parce qu'on me l'a désactivée.
Ah, ok, oui, pas de problème. Tu veux que je Ouais, l'active ou non? Elle est c'est bon. activée là. Ouais, c'est bon. Nickel. Moi, c'était par rapport, pour rebondir à ce qu'avait dit Arthur par rapport à la définition du 4.0. Je pense que le fait de la nommer, je pense qu'on essaye en fait de tendre vers la 4.0 de la nommer. On veut franchir le pas de l'autonomisation, on va dire. C'était vous parliez de coûts de com. Parce qu'en gros, avant, c'est passé et après, on l'a nommé. Là, on la nomme parce qu'on veut tendre justement vers cette amélioration. Oui, oui, clairement, hein. Et car on veut aussi vendre les produits qui vont avec. Oui, oui. Mais disons qu'on c'est encore moi je trouve que c'est quand même encore des améliorations qu'on visualise assez bien, quoi. C'est des technologies qui sont quasiment à portée de main pour la plupart d'entre elles, euh, puisqu'on arrive à se les représenter. On n'arrive pas à se représenter si d'un coup on a la fusion nucléaire ou on a l'ordinateur quantique. C'est des choses là qu'on n'arrive pas trop à s'imaginer, mais là on voit quand même bien dans quelle direction on va avec l'usine du futur. Et avant c'était pareil, quand on voulait inventer un avion, il s'imaginait voilà, l'avion, ouais, ce serait bien quand même qu'on puisse voler plus vite et puis qu'on puisse voler plus loin et puis que ce soit moins dangereux, qu'on s'écrase pas sans arrêt. Et moi j'ai l'impression que c'est un peu de cet ordre-là, quoi. C'est qu'on voit, on a déjà des systèmes qui savent faire des choses et on veut les généraliser, les améliorer. Donc c'est ça qu'on appelle l'industrie 4.0. Je ne sais pas si c'est ça c'était Ouais, ça la ouais, question au final. ouais, ouais, c'était tout à fait ça, oui. C'est juste, en fait, c'est pas vraiment, on pourrait parler de 3,5 quoi, au lieu de 4.0, puisque 4.0 amènerait vraiment, comme vous dites, une invention miraculaire, enfin, du siècle. Ouais. C'est l'invention du siècle qui ferait rentrer dans le 4.0, et donc là, on serait dans le 3,5. Et par rapport au temps, on est à la moitié du siècle, du coup, enfin, à peu près. Après, c'est Voilà. qu'une histoire de dénomination, hein. Oui, C'est quand même jouer sur les mots. Et comme je disais oui, non, c'est avant, sûr. c'est pas parce qu'on n'est pas au début d'une révolution qu'on n'est pas en train d'avoir des innovations monstrueuses. Les plus grosses innovations de la seconde révolution industrielle, elles ont, en soi, c'est pas. Si on dit aux gens, ouais, la plus grosse invention de la seconde révolution industrielle, c'est la dynamo à manivelle. Ils vont rigoler, ils vont dire, bah non, c'est clairement pas ça. Ils vont dire, c'est la fusée, c'est la bombe atomique. Enfin, ils vont pas, et c'est clairement pas l'invention qui va leur venir à l'esprit. Mais ce qui marque le début de la révolution, c'est ça. Mais ensuite, ça permet des inventions qui, elles, sont révolutionnaires. Mais c'est voilà, c'est juste, c'était juste sur le terme 4.0 que moi, j'aime pas pour cette raison-là. Mais je ne cherche pas du tout à minimiser qu'il va y avoir des inventions majeures dans les années à venir. Alors, il y a des questions dans le chat là, de Nicolas. Comment envisagez-vous la période où, à court terme, il y aura un chômage plus ou moins important du fait de l'autonomisation des usines? Bon, ça rejoint un peu ce que Olivier avait dit avant, hein. Je ne sais pas si quelqu'un veut encore intervenir sur ce sujet, c'est sur le sujet du chômage et des formations pour le personnel. Adrien, qui est en train d'écrire, là, qui est en train de chatter. Pas Adrien, si Adrien Pierrefort, ouais. L'autre Adrien. Oui, bonsoir. Bisous et on t'entend pas. Ah, me parle plus comme ça, ça fait trop longtemps maintenant. Du coup, moi, je proposais que, en fait, il y ait des formations et qu'on reroute toutes ces personnes qui vont arriver au chômage vers des métiers d'avenir, justement, de l'usine 4.0.
Après, j'entends que ces formations sont déjà proposées par Pôle emploi actuellement. Étant actuellement temporairement à Pôle emploi, malheureusement, on ne m'a pas proposé ces formations puisque elles ne sont pas ouvertes. En plus, actuellement, on est dans des situations un peu, je dirais, de crise avec le Covid. Donc, les formations, il y en a très peu qui se déroulent actuellement. Et encore une fois, ces formations, là, par exemple, se passent à l'ICAM, mais je ne pense pas qu'un opérateur qui sort de commande numérique, qui a plus de 20 ans d'expérience sur une machine, aura envie de faire, par exemple, data scientist. Donc, ce sera un moment où il faudra penser à une évolution de carrière pour beaucoup de personnes qui obligeront peut-être de nouveaux procédés d'apprentissage pour certains. Et puis, voilà, pour la suite, ce sera aussi du bon vouloir de l'entreprise de révolutionner tout ça. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur cette réunion aujourd'hui, dans le sens où il y a des éléments que je ne pensais pas. Oui, ou bien la rémunération universelle, en effet. Mais du coup, c'est vrai que l'industrie 4.0, elle n'est pas prête non plus de se mettre en place, dans le sens où il y a beaucoup de paramètres qui ralentissent énormément l'automatisation des automates. Donc, j'ai pas trop de peur pour l'avenir pour l'instant. Et j'avais Arthur qui levait la main. Oui, moi, il y a juste un point, si ça vous embête pas. Mais il y a un point qui m'a interpellé, c'est la cybersécurité. C'est comme, ça c'est un truc qui vient avec, qui est inévitable. C'est à partir du moment où on essaie de tout, d'interconnecter les différents, comment dire, les différentes machines qu'on a, les différents interlocuteurs, on va dire. Il y a le problème de la cybersécurité qui se pose pour savoir si on peut échanger des données de manière sécurisée. Ça, pour moi, ça implique, si la norme, c'est d'avoir tout qui est interconnecté, ça implique que dans toutes les entreprises, en fait, on ait un département de cybersécurité, de gens qui s'y connaissent en comment sécuriser des systèmes, comment être capable d'échanger des données sans qu'il y ait quelqu'un au milieu, et pouvoir s'assurer de qui est qui, etc. Et je voudrais savoir si c'est déjà le cas. J'en ai absolument aucune idée, mais est-ce que c'est déjà le cas dans les entreprises actuellement et est-ce que jusqu'où vont ces normes et ces exigences de qualité au niveau sécurité? Alors, j'ai l'impression qu'il y a Jean-Claude qui veut répondre. Oui, en fait, oui, absolument, la cybersécurité, mais je crois que ça a été dit dès le départ par un de vous, les gars, en début de présentation. C'est un must. Et il faut avoir ça avant même de se lancer sur quoi que ce soit. Et ça ne se délègue même pas dans les entreprises. Il faut un département de cybersécurité. Il faut avoir, ces serveurs. Le cloud est un danger, un ennemi. Tout ce qui sort de l'usine est dangereux par nature. Tout ce qui rentre dans l'usine est dangereux par nature. Chez nous, c'est les clés USB, c'est comme des armes. Hein. Il faut les laisser dans les vestiaires. J'aimerais rebondir sur l'histoire du cloud. Comme on a le témoignage d'un PDG, c'est vraiment intéressant. Pour avoir discuté avec des gens de Microsoft, ils disent, les gens de Microsoft disent, et nous sommes l'entreprise la plus hackée du monde, enfin la plus attaquée du monde, pardon. Donc, pour pouvoir vendre leur cloud, ils disent que leurs clouds sont les plus sécurisés à cause de ça. Ça veut dire que vous ne feriez pas confiance à Microsoft, par exemple, pour stocker vos données? Jamais. Jamais. Ni à Google pour une seule et bonne raison, c'est que c'est les Américains et que les Américains donnent toutes les données qu'ils ont au fisc américain et que le fisc américain est très… si vous avez une entreprise internationale, ne jamais, jamais, jamais mettre ces données sur un cloud américain. Je donnerai un petit exemple. Nous, par exemple, on n'utilise pas Zoom. Jamais. C'est interdit. Chez nous aussi, interdit Zoom. Voilà. Complètement. Et jamais avoir de serveur dans un pays à la con, en Russie, en Amérique. Faut même, les Chinois, c'est même mieux que les Américains.
Donc, Vous utilisez quelle alternative? Microsoft. Jean-Claude, vous utilisez quelle alternative à Zoom du coup? Ou Gilles? Mauvaise alternative, on a Teams, mais avec des serveurs en Allemagne. Oui, nous aussi, on a Teams, ouais, c'est pareil. Mais les serveurs sont en Allemagne. Interdiction formelle d'avoir des serveurs en Allemagne. Mais bon, ça c'est une chose, mais je pense que quelque part, la cybersécurité, bon, ce n'est pas du domaine de l'INSA, parce que là, on est déjà dans des… Là, c'est des gens d'informatique pointus, etc. Moi, il y a des entreprises, je connais des entreprises qui ont été hackées et des usines qui ont été arrêtées pendant plus de 4 jours. Hein. Pas plus tard qu'il y a 1 an. Hein. Saint-Gobain a perdu l'ensemble de ses outils de production pendant 4 jours. Hein. Et Saint-Gobain, ce n'est pas une petite entreprise. Hein. Mais alors, ça veut dire que vous êtes pour avoir votre propre batterie de serveurs avec une solution cloud dont les serveurs sont dans vos murs. Absolument. Absolument. Ça coûte, mais à la fin, c'est des choses que nous on veut pas, on sait. Enfin, il y a 20 ans, 30 ans, on ne sous-traitait pas certains éléments qu'on jugeait clés dans les entreprises. Et je pense que le traitement des données et le stockage des données est un élément qui tient à l'entreprise. Alors moi, ça me surprend parce que chez nous, ils nous ont récemment installé Teams et toute la batterie de petits logiciels qui vont avec. Et ils nous incitent à utiliser le SharePoint, le cloud, etc. Et à tout mettre sur le cloud. Les serveurs sont en Europe, c'est pour ça. Les serveurs sont en Europe. Si, ça dépend du contrat que vous avez avec Microsoft ou avec Google ou avec Amazon. Vous pouvez avoir des contrats à utiliser leur cloud pour des données instantanées, etc. Mais déjà, les serveurs doivent être en Europe. Et quand il s'agit de serveurs qui font tourner les usines à la seconde, enfin des informations process, etc., ça ne va pas chez Microsoft, ça reste dans l'entreprise. Il y a différents points de sécurité, quoi. Okay. Si je peux donner l'exemple de l'Eurométropole de Strasbourg, on utilise aussi des technos Microsoft, SharePoint, Skype, etc. Mais toutes ces technos sont installées sur les serveurs dans nos murs. Oui, voilà. Et les données ne sortent pas, sauf, voilà. Sauf cas spécifiques. Mais je pense en cybersécurité, enfin moi, le cours, enfin le truc que me donne mon patron de l'IT, il me dit qu'en fait, au niveau cybersécurité, le hacking, ça vient toujours par l'introduction de programmes pirates qui sont introduits physiquement, pas via un support physique dans l'entreprise. C'est quelqu'un qui a une clé qui va se la brancher sur un ordinateur. C'est quelqu'un qui va avoir un disque dur qui va décharger quelque chose de l'extérieur, mais c'est toujours une introduction physique, quoi. Je ne crois pas, en tout cas pas forcément. Justement, ça c'est le cas idéal. C'est le cas idéal dans le cas où les pare-feux et tout, on va dire, l'armure de l'entreprise est réglée comme il faut et ne laisse rien passer. Mais en général, ce n'est pas le cas. Et en général, si on met une usine en réseau, ce que Samsung, par exemple, évite à tout prix, le seul moyen d'attaquer Samsung, c'est d'y arriver avec un 4x4 blindé et de brancher une clé USB dans les serveurs directement. Sinon, ce n'est pas possible. Si les pare-feux sont à peine mal réglés, il suffit de trouver un bug dedans et on peut attaquer et éteindre tout ce qu'on veut. En fait, à partir du moment où on a le contrôle sur quoi que ce soit, c'est bon. Oui, tu as raison. Mais la faiblesse qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de machines et d'équipements qui ne sont pas sur Windows 10. Hein. On a encore beaucoup de choses. C'est pas rare d'avoir des trucs qui sont encore sur Windows 3.1. Et malheureusement, quand on met tout ça en réseau via je ne sais pas quoi, la sécurité de l'ensemble, c'est la sécurité du maillon le plus faible, quoi. Et mettre tout ça à jour tout le temps, enfin, je pense que vous, ingénieurs, les jeunes, là, vous vivez ça tous les jours avec beaucoup plus que moi qui vit ça de l'extérieur.
Mais on n'a pas sur nos lignes de production, on n'a pas toujours les équipements les plus modernes. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions, s'il y a encore des questions dans le chat, sinon on va peut-être se souhaiter une bonne soirée, hein. Juste petite remarque, on envisage Ouais. de vous faire parvenir un petit questionnaire Oui. sur l'événement pour savoir ce qui vous a plu, quels sont les points d'amélioration, les optimisations qu'on peut apporter. Si d'aventure, dans les prochains mois, on ne peut toujours pas organiser d'événements physiques, on réitérera peut-être l'expérience. On variera peut-être les sujets en fonction pour intéresser d'autres spécialités. Mais c'est peut-être quelque chose qu'on envisage de réitérer, confinement ou pas, restriction ou pas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à répondre. Voilà, on va faire ça. C'était une première un peu, hein, donc. Adrien, tu voulais encore dire quelque chose? Tu as Ouais. levé la main? Adrien Lopez. Ouais. Moi, c'était juste sur le point environnemental, parce que j'ai oublié de le dire, je suis apprenti ingénieur, donc je suis apprenti de Benjamin chez Fleur. Et donc, une vision entreprise, enfin usine qui a été mise chez Fleur, c'est vraiment la digitalisation pour enlever le papier. Et donc, pour rebondir sur la question environnementale, et du coup, la digitalisation apporte quand même un bénéfice au point de vue environnemental, en tout cas au niveau du papier. On essaie au maximum de supprimer le papier. Donc, la digitalisation passe aussi par ça. Ouais. Moi je le vis, enfin à mon échelle, je le vis par ça. C'est vraiment de supprimer le papier. Et au plus, on essaie d'installer des ordinateurs sur poste pour éviter justement toutes ces transactions de papier. Et puis, ce flux de personnes, actuellement, je travaille sur le projet pour limiter l'opérateur de se déplacer à un centre de mesure. Et on souhaite installer un poste sur la machine pour qu'il y ait ces résultats de ces mesures directement et qu'il n'ait pas à se déplacer. Donc, voilà, je voulais juste rebondir sur le point environnemental qui est aussi un aspect bénéfique pour moi de la digitalisation qui, voilà, moi je suis né avec la technologie, donc pour moi, c'est évident de commencer à digitaliser un peu tout ça et d'arrêter le papier, toute cette Alors, je ne sais pas si le papier, c'est l'exemple que j'aurais choisi. C'est quand même un sujet qui est vachement contesté. Je n'ai pas d'idée arrêtée sur le sujet, mais il y a beaucoup de gens qui se demandent si réellement, d'une part, au final, une forêt, en la gérant bien, on arrive à la renouveler, hein, et à avoir suffisamment de papier tant qu'on n'abuse pas. Alors qu'au contraire, le fait de les stocker en support numérique, c'est pratiquement impossible de faire ça de manière propre. Et en plus, il y a l'effet pervers que maintenant, on stocke des masses monstrueuses, alors qu'à l'époque des archives papier, on ne se retrouvait pas à stocker aussi longtemps et aussi loin, parce qu'on stocke à distance sur des clouds souvent des telles quantités de données. Donc, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, le papier. Par exemple, la visio pour remplacer les déplacements, ça clairement, ça a un effet très positif. Mais le papier, moi, de ce que j'ai pu lire sur le sujet, c'est quand même très débattu. Ouais, après, le papier, c'est pas forcément que l'arbre, c'est aussi parce qu'il y a des milliers, des millions de litres d'eau qui sont utilisés aussi pour ça. Et puis, vous parliez de l'archivage. Il y a quand même beaucoup chez Fleur, il y a quand même un grand entrepôt qui est utilisé pour l'archivage. C'est quand même, je pense que un serveur, enfin maintenant, on peut stocker, je sais pas combien de gigas dans une clé qui fait même pas 1 centimètre. Donc, l'espace, on le gagne. Donc, c'est aussi un gain de place si on arrive à numériser. Le fait d'avoir un cloud, on perd de la place, mais c'est pas sur le site, quoi. Alors, je parle par expérience. J'ai travaillé dans une entreprise où il a fallu que j'aille collecter des données sur des armoires en papier
j'aurais bien voulu les avoir en informatique pour pouvoir aller beaucoup plus vite parce que le temps à perdre de consulter les 300 documents, ça devient très, 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 très long. Et du coup, il faut partir du principe qu'un employé, perdant une journée à collecter des données comme ça, pour pouvoir les traiter après, c'est aussi de l'argent perdu. Donc, l'avantage de l'informatique permet quand même aussi de gagner en rapidité pour la partie opérationnelle et traitement de données, qui est le cas d'ailleurs dans l'industrie 4.0. Très bien. Je pense que du coup, sur ces belles paroles, on va s'arrêter. Il y a de plus en plus de monde là qui est en train de nous quitter. On se retrouve bientôt en petit comité. Ouais. Du coup, Merci à tous. en tout cas, je suis content parce que là, on a quelques bons retours dans le chat que visiblement, ça a été utile et intéressant à certains. Donc tant mieux. Ça nous fait plaisir. C'était le but. Et donc, si jamais vous avez une idée de sujet qui vous intéresserait, justement, faites-nous en part. Enfin, faites-en part à votre groupement régional, car je ne sais pas si au final, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des barinois dans cette visio. Donc, voilà, faites part à Arrêt Industrie, votre groupement régional, des sujets qui vous intéresseraient. Et puis nous, on peut organiser une soirée de ce style pour parler d'un autre sujet d'ingénierie. Du coup, bonne soirée tout le monde et à bientôt, j'espère. Merci. Portez-vous bien.